Guillaume, tu es investisseur depuis maintenant quelques années dans la région parisienne. Tu as pu devenir indépendant financièrement grâce à l'immobilier. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu vendeur de rêve. C'est vrai que ce sont des pubs qui n'ont pas le vent en poupe en ce moment. Et on a beaucoup de formateurs par ailleurs d'ailleurs qui arrêtent les formations parce que justement ils ont la mauvaise étiquette. La vérité est quand même très différente puisque en réalité nous sommes nombreux à être devenus indépendants financièrement grâce à l'immobilier. Et donc on est là aujourd'hui pour que tu nous racontes ton histoire. Guillaume, qui es-tu? Bonjour Renaud, merci de m'accueillir. Donc pour me présenter, je suis un homme, j'ai 38 ans, marié, 2 enfants, j'habite dans le centre de la France, mais j'ai vécu pas mal de temps en région parisienne et c'est là où j'ai fait pas mal d'investissements en immobilier. Donc effectivement, depuis que j'ai 34 ans, je suis libre financièrement, largement grâce à l'immobilier. Sinon voilà, après mon parcours, je suis d'un naturel très curieux, donc j'ai suivi plutôt des études scientifiques et puis des très longues études. J'ai fait 6 ans de salariat et au bout de 6 ans, j'ai pu dire stop, donc à 34 ans, parce que entre-temps, je m'étais constitué un petit parc immobilier qui tournait pas trop mal. Et puis j'ai appliqué une stratégie qui est un petit peu osée, mais que j'ai souhaité tenter le coup, on va dire. Et so far so good, comme on dit. Donc depuis 4-5 ans maintenant, ça se passe très bien. Donc voilà. Et maintenant, du coup, je fais aussi un petit peu de coaching. J'accompagne des gens sur l'immobilier, sur la partie gestion de patrimoine en général, parce que comme je vous l'ai dit, je suis curieux, donc je m'intéresse au-delà de l'immobilier à tout ce qui est placement financier. Mais je continue aussi, bien sûr, à gérer mon parc. Voilà pour petite présentation. Parce que donc du coup, donc tu as 38 ans, libre financièrement depuis 4 ans, c'est ce que tu nous expliques. Et oui. Qu'est-ce qui t'a amené à ça, vraiment? Parce que donc du coup, ça veut dire qu'en fait, c'est juste avant la crise sanitaire que tu es devenu libre financièrement, puisque ça correspond, 4 ans, ça correspond à 2020. Et 2020, oui. C'est la fameuse année. Et donc du coup, ça veut dire que tu as dû quand même faire des actions, mettre en place des actions quand même bien avant. Et donc, oui, à partir de quel âge tu as commencé et qu'est-ce qui t'a permis réellement en fait d'aller chercher de la rente, d'aller chercher de la dette, d'aller chercher de l'immobilier, quoi. Quelle a été ta première opération? C'est ça que j'ai envie de te parler. Et dans quel cadre tu l'as fait? Puisqu'on imagine que tu étais salarié à ce moment-là, quoi. Oui, tout à fait. Alors pour entrer un peu plus dans le détail, déjà je précise que j'ai pas eu d'héritage important, j'ai pas eu de salaire non plus, j'ai pas connu de salaire très important. D'accord. Donc j'ai pu m'en sortir sans ça. Après évidemment, il faut quand même avoir des atouts quelque part. Donc moi typiquement, et voilà de manière très honnête, il y a aucun souci pour le dire. J'ai pu m'appuyer sur un associé qui lui avait plus de force de frappe au niveau financier, et donc on a pu aller chercher du financement que moi tout seul j'aurais pas pu trouver. Mais voilà, libre aux uns et aux autres de s'associer, ou de chacun en fait a des atouts dans sa manche. Certains s'y connaissent très très bien en travaux, etc. Donc il faut vraiment faire feu de tout bois et voir quelles sont les qualités ou les atouts qu'on a. Et donc voilà, pour entrer un peu plus dans le détail. Moi, en fait, j'ai fait une grosse erreur. Alors, j'en ai fait plein d'erreurs dans mon parcours, mais une grosse erreur a été de négliger l'immobilier pendant super longtemps. En fait, je m'intéressais aux placements financiers, etc. Et c'est seulement en 2018 que je me suis réveillé, enfin que j'ai compris en fait, que je me suis plongé dans le truc, parce que voilà, j'avais vraiment mis de côté ça très rapidement. J'avais vu quelques courbes de Frigate et tout, et je me suis dit oh là là, c'est la bulle. Bon j'y vais pas. Ouais, c'est pété quoi. Et vraiment. Vraiment très 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 dommage quoi, être trop bête, parce que voilà, c'est seulement en 2018 que je commence à m'y replonger et à comprendre des choses qui sont finalement très simples. On peut faire l'effet de levier, on met 10 sur la table et en fait on achète quelque chose qui vaut 100. Et puis, les loyers ils sont en rapport avec les 100 et pas avec les 10 qu'on a mis. Donc on peut obtenir des taux de rendement qui sont très importants. Et en fait, pourquoi je me suis réveillé en 2018 ? Tout simplement lié à un déménagement, donc à quelque chose de tout à fait classique et qui affectait ma vie perso, on va dire. D'accord. Mais voilà, en 2015, j'avais acheté une résidence principale. En 2018, on voulait déménager avec ma femme, et je me suis dit je vais peut-être je vais m'arranger pour garder ne pas avoir à vendre le premier bien. Je vais le mettre en location. D'accord. Donc je l'ai mis en location. On arrive dans notre nouvel appartement, etc.
Et puis quelques mois passent et je me retourne sur ce que je viens de faire en fait. Je me dis mais qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de mettre un appartement en location. Qu'est-ce qui va, enfin quel chiffre ça va donner, etc. En fait, j'avais même pas fait enfin vraiment à l'époque, je me dis mais enfin maintenant que je me retourne sur ce truc-là, je me dis mais c'est incroyable d'avoir fait ça de manière si légère. Alors que encore une fois, c'est simple de se mettre devant un tableur, de faire quelques calculs et d'avoir une idée quoi de ce que ça va donner. Et donc voilà, juste quelques mois après avoir mis en location. Je me rends compte que j'avais fait une grosse erreur en mettant en location nue. Donc voilà, je vous avais dit, j'ai fait plusieurs erreurs. Mais je commence à vraiment du coup à m'intéresser à l'immobilier, à comprendre le mécanisme et à être pris d'un sentiment un peu de revanche, de dire mais j'ai perdu tellement de temps parce que moi j'avais voilà, j'investis depuis que j'ai 18 ans sur les marchés financiers et autres. Et donc je me dis depuis tout le temps j'aurais pu peut-être faire faire aussi de l'immobilier, parce que l'avantage c'est qu'on peut faire les deux en fait. Quand tu as du cash, ton cash tu le mets dans la bourse entre guillemets, et puis ta capacité d'emprunt tu la loues à l'immobilier. Et donc voilà, pris d'un sentiment de rattraper un peu le temps perdu, là j'ai vraiment accéléré très fort. Et du coup, en 2018, j'ai fait une acquisition, en 2019, une acquisition, et en 2020, 3 acquisitions. Wow. Sachant que, pour revenir à ta question, enfin le début de ta question, on va dire, sur le côté Covid, enfin, je sais pas si j'ai dit un mot interdit, mais crise financière et 2020, moi, en fait, c'est dès l'été 2019 que, devant mon petit tableur, je me rends compte qu'il y a des choses qui sont possibles, et concrètement que je vais pouvoir quitter mon CDI. Juste sur la base finalement des 4 biens que j'avais à l'époque, et en plus sont venus se rajouter 3 autres biens qu'on a cherchés en 2019, mais qui finalement ont été signés en 2020. D'accord. Voilà. Et à partir de là, voilà, tout s'est arrêté. Enfin, j'avais largement ce qu'il me fallait pour que ce soit en termes de flux ou de stock, quoi, entre guillemets. C'est ça, en termes de flux et de stock, et sachant que je ne m'appuyais que sur le stock. Alors, évidemment, dans le sens où je prenais une hypothèse de cash flow immobilier égale à 0, alors que dans la réalité, c'était bien supérieur. Mais j'avais compris que, j'avais projeté le fait que j'allais passer LMP, voire un meublé professionnel. Après, on pourra rentrer dans le détail et expliquer si besoin. Mais donc, je savais que j'allais être davantage imposé dans le futur. J'ai pris en compte ça, et donc je me suis dit voilà, en fait j'ai pris plein d'hypothèses plutôt conservatrices dans mes projections, parce que la stratégie de base, celle de ce que j'appelle la consommation de capital immobilier, elle est plutôt osée et plutôt risquée. Donc partant de cette stratégie-là, je me suis dit tous les petits potards, je vais les mettre plutôt en mode conservateur. Et donc typiquement cash flow immobilier, j'ai prévu 0. Side business, j'ai prévu 0. Comme ça on pourra pas d'ailleurs m'attaquer sur le fait de non, t'es pas vraiment rentier, etc. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça, l'inflation, enfin il y a plein de petites choses qu'il faut prendre en compte, de paramètres effectivement, et je les ai plutôt mis en mode conservateur, parce que de base la stratégie elle est plutôt risquée. La stratégie c'est tout simplement vivre sur son cash, vendre un appart quand on n'a plus de cash, vivre sur le cash que ça a créé, et ainsi de suite. Jusqu'à épuisement de la personne ou des apparts, mais en l'occurrence voilà, moi j'ai fait en sorte que ça me survivait quoi. Ce truc-là me survit, donc c'est moi qui vais décéder avant quoi. D'accord, ok. Donc on a supposé que donc du coup le cash, enfin le stock serait consommé dans plus de 50 ans quoi. Oui, voilà, oui, largement, plus de 50 ans, effectivement, parce que j'avais 34 ans quand je suis parti, donc j'espérais quand même, j'ai pris quand même une marge par rapport à ça. Et voilà, donc l'idée, c'est pas de terminer le plus riche du cimetière. J'ai 2 enfants, comme je l'ai dit, et je pense que le temps que je passe avec eux quand ils sont très jeunes, là, et quand ils seront un peu moins jeunes aussi, mais le temps que je passe avec eux est beaucoup plus... plus de valeur. Voilà, plus de valeur que les éventuels millions que je pourrais leur transmettre. Et finalement, peut-être qu'ils auront les deux, quoi. Peut-être qu'ils auront le temps et l'argent. En tout cas, c'est le chemin que ça prend. D'accord. Et si on revient donc du coup sur la première opération, c'est-à-dire qu'en gros, okay, oui. on arrive en... T'es salarié, on va faire court. T'es salarié, t'investis déjà sur les marchés financiers. En gros, voilà, j'imagine que donc, du coup, tu utilises l'argent que tu as. Je pense pas que tu fasses des effets de levier non plus monstrueux sur les marchés financiers. Vu ta personnalité comme ça de loin, je pense pas que tu sois en mode Bitcoin ou crypto-monnaie ou des trucs comme ça, quoi. C'est des choses peut-être un peu plus conservatrices. Et donc, du coup,
on va dire que tu arrives donc du coup à créer un espèce de stock au travers de la bourse, j'imagine. Et là, tu te dis, ben tiens, il y a un truc avec l'immobilier parce que tu t'es rendu compte par rapport à ta résidence principale qu'il y avait quelque chose à faire. Et donc du coup, ta première opération, qu'est-ce que tu décides de faire? Comment? Pourquoi? Avec qui? Quel est ton leitmotiv à ce moment-là? Qu'est-ce qui te dit, ben voilà, la bourse c'est bien, l'immobilier en plus c'est mieux? Oui. Donc, effectivement, j'étais plutôt en bourse de manière classique. Et puis à l'époque, le Bitcoin, enfin les cryptos, vraiment, il y avait peu de Ça monde n'existait qui pas. était dessus. Ça existe depuis 2017, quoi, les cryptos. Oui, enfin ça existe depuis plus longtemps, mais c'était vraiment très très confidentiel. Donc moi j'étais sur la bourse, mais bon la bourse ça peut être, Tout ça veut rien dire. C'est comme l'immobilier. Je fais de l'immobilier, je fais de la bourse, ça veut rien dire. Voilà, c'est extrêmement vaste. Et puis d'un point de vue français, ça peut être vu comme déjà quelque chose de très risqué, etc. Alors que ouais, donc moi j'étais déjà très content d'être là-dessus. Mais il y a ça plus aussi le fait que j'épargnais pas mal chaque mois, et donc ça m'a permis de mettre pas mal de côté. Et donc pour te répondre, donc je vais peut-être vous décrire mon troisième achat, parce que mon premier achat, ça a été la première résidence principale, que ensuite j'ai mis en location, mais qui n'était pas prévu pour être un investissement au départ. Et donc mal calibré. Voilà. Le deuxième, c'était une résidence principale, bon. Et le troisième, c'est là où vraiment j'avais commencé à comprendre la mécanique. Okay. Et vraiment, j'avais pour but d'acheter un investissement, quoi. Donc là, je me suis associé avec mon frère. Okay. Et donc effectivement, j'étais salarié, lui aussi. Il n'y avait pas de souci du coup à nous deux pour faire l'opération. Et là, on était encore au début, donc on tâtonnait un petit peu. Alors moi, je commençais à comprendre les calculs de rentabilité, etc. Mais donc on est en Île-de-France. Et l'Île-de-France, bon, forcément, on comprend que la rentabilité. Le ticket d'entrée, il est cher. Hein. Voilà, le ticket d'entrée est cher, et donc pour trouver de la renta et du cash flow, parce que déjà on avait des objectifs assez ambitieux. Pour trouver du cash flow, c'est très compliqué, mais ça existe en fait. C'est possible. Alors évidemment, voilà, faut pas aller en Paris Centre, dans les immeubles haussmanniens, mais voilà, l'Île-de-France est vaste et elle est bien connectée par des transports, donc voilà, on s'est mis à chercher et finalement on a trouvé un T2 qu'on a mis en meublé et qui était à peu près à l'équilibre, même plutôt voilà, un cash flow légèrement positif. Donc on était déjà très content de cette première OP et après, tout de suite, on a voulu enchaîner. Enfin, assez rapidement, on a voulu enchaîner parce que voilà, du coup, on avait contacté pas mal d'agents et on avait des retours d'agents alors qu'on avait déjà acheté T'avais créé du réseau, tout simplement. Et du réseau. Et on a eu une proposition d'un agent qui semblait vraiment intéressante, un peu à l'Île-de-France, mais c'était bien, ça diversifiait aussi parce que comme ça, on n'était pas tous au même endroit. Et pour le coup, c'était un T3, mais voilà, très facile de couper le salon séjour et du coup de faire une troisième chambre. Et donc on a fait une coloc. Et c'est comme ça ensuite qu'on s'est lancé dans les colocs, parce que du coup on a vu que c'était vraiment très très intéressant en termes de cash flow. Et à partir de là, on s'est mis vraiment en mode machine. On savait exactement ce qu'on cherchait, on commençait à être habitué. Il y a eu toute une partie travaux que je vous ai passé, mais financement, négociation des financements et tout ça, on commençait vraiment à être bien rodé. Et donc on s'est mis en mode on cherche une coloc. Et je me souviens encore de la petite phrase que j'avais que je disais auprès des agents pour résumer ma recherche. C'était on veut 3 chambres ou plus à 10 minutes maximum des transports. D'accord. Donc ils avaient leur rayon. Voilà, ils comprenaient très bien comme ça en une phrase la recherche qu'on avait. Et là, on était vraiment en mode machine, dans le sens où on a fait énormément de visites. Mon frère était plutôt sur la partie est et moi la partie ouest de l'Île-de-France. D'accord. Et on a vraiment fait beaucoup de visites parce que voilà, on voulait du cash flow, on voulait vraiment pas mal de cash flow en Île-de-France. Donc c'était un peu. C'est contre-intuitif, hein. Donc il faut visiter en fait, tout simplement. Et donc on a fait une centaine de visites en fait en 2019. Donc pour vous dire, voilà, on a fait une centaine de visites. C'est le second job là. Voilà, c'était bien prenant, mais voilà, on a eu du coup, on en a tiré les fruits avec du coup 3 acquisitions en 2020 qui déroulaient des visites faites en 2019 sur des biens voilà qui étaient très intéressants en termes de cash flow, qui nous permettaient de diversifier aussi. Donc on est resté en Île-de-France, mais dans différentes communes, différents départements et que des colocs. Donc spécialiste coloc, du coup.
Au final, moi là, dans mon parc, il y a un certain équilibre. Enfin, il y a principalement des colocs, mais j'ai aussi un T2 qui est loué en meublé classique et un T2 qui est loué en nu. Donc j'ai un certain équilibre. C'était les résidences principales, ça? Enfin, il y a un T2 qui est loué, le T2 qui est loué nu, c'était ma résidence principale, ouais. D'accord. Et là, donc ça veut dire qu'au moment où on se parle, t'as jamais arbitré? Pour le moment, j'ai pas arbitré, alors que je pensais le faire justement dans mes plans que j'avais fait en 2019 de liberté financière. Je pensais que j'aurais besoin d'arbitrer assez tôt, et finalement, de manière assez logique, finalement, la réalité s'est trouvée mieux disante par rapport aux projections que j'avais faites, qui étaient volontairement conservatrices. Donc voilà, j'ai eu un peu plus de revenus, enfin de cash flow, etc., que prévu dans mes projections. On a fait un peu moins de dépenses. Et du coup, j'ai pas eu besoin de vendre ce premier bien. Là, je vais le mettre en vente. Je pensais le mettre en vente potentiellement soit cette année, on est en fin d'année, voilà, soit l'année prochaine. Alors, en tout cas, là, il y a de la place. Je dis ça comme ça, mais en ce moment, sur la Transac en vente, en ce moment, il y a de la place, il y a de la demande. Je dis ça comme ça. Ouais, bah écoute, mais c'est vraiment un calcul un peu mathématique. C'est juste la rentabilité des capitaux investis. Hein, c'est un peu technique, mais voilà, il y a aussi le rapport loan to value qu'il faut regarder, quoi. Et quand tu commences à avoir bien remboursé ton bien, ça peut être pertinent de le vendre. Oui, et puis s'il n'y a plus de déficit foncier, s'il n'y a plus rien, voilà. S'il n'y a plus d'amortissement, je veux dire, à un moment donné, la fiscalité commence à se réveiller. Tenir un bien où on a, je sais pas, je donne des chiffres au hasard, quoi, mais on l'a payé 100 000, il reste 30 000 de capital restendu. Si je vends demain sans plus-value, je récupère 70. Ça peut ne pas être idiot, quoi. Enfin, moi, j'en suis là. J'en suis là. J'ai plein d'appartements où en fait il y a pas mal où le capital restendu s'est bien pété la gueule, et donc du coup là, je suis en train gentiment de rapatrier, en fait. Oui, tout à fait, ça fait sens. Et par ailleurs, bon, ça permet, après, enfin, ça dépend ce qu'on fait de l'argent, mais soit on peut repartir sur d'autres invests si on est encore en phase de croissance et de se dire, du coup, je vais réenclencher de la capacité d'endettement et puis mettre un peu d'apport, et c'est l'argent que je me suis constitué. Ou bien, moi, j'en suis plus à ce stade-là. Moi, j'en suis plutôt au stade de vouloir rendre de plus en plus passif mon patrimoine. Et donc, passif, ça veut dire sortir de l'immobilier physique. Un truc, on a cette sensation, parce que moi j'étais un petit peu dans la même optique, j'ai fait beaucoup d'immobilier de cash flow vu que je faisais de l'immeuble et de la location courte durée, donc forcément dans un marché en plus qui est entre 1000 et 2000 euros du mètre, donc autant dire que les rentabilités étaient scandaleuses. D'ailleurs, j'ai un appartement là justement que je suis en train d'arbitrer en ce moment qui certaines années présentait des rentabilités à plus de 25%. Si on fait vraiment les calculs et qu'on est vraiment très sincère, c'est même en réalité plus que ça, mais je dis 25 pour pas trop choquer. Et quand on a des enfants, ça change tout. On a envie d'être plus tranquille, d'être plus calme, on n'a plus trop envie de gérer la location courte durée, on n'a plus trop envie de gérer les colocs. Et puis franchement, même sur des biens, maintenant, je trouve que moi, je considère toujours sur mes investissements, et ça, c'est vraiment des vieux investisseurs qui me l'ont donné, des investisseurs qui sont pas du tout dans le monde d'internet ou tout ça. Et ils me disent qu'en fait, sur leurs investissements, quand ils ont commencé ou encore aujourd'hui, parce qu'ils continuent à faire, je te parle de personnes qui ont 50, 60 ans, quoi, et qui continuent à acquérir, mais qui arbitrent aussi, ils considèrent plus-value inexistante, cash flow inexistant, remboursement de la dette. Ciao. Ouais. Ouais, de toute façon, c'est quand même la partie la plus importante a priori. Mais c'est ça. Donc c'est vrai que quand on a beaucoup de personnes qui vendent le marchand de biens, donc on vend la plus-value, ou les investisseurs location courte durée, cash, on vend le cash flow. Oui. Mais en fait, tous les gens qui ont beaucoup d'expérience, ils nous disent mais non, mais c'est pas ça, c'est pas là. C'est là vous vous trompez, quoi. C'est le remboursement de la dette dans le temps. C'est ça qui fait que vous devenez très riche. Oui, tout à fait. C'est la partie immergée de l'iceberg. C'est le gros. Dans la grande majorité des cas. Après, voilà, effectivement, il existe des cas où la renta est tellement importante que finalement, elle peut être équivalente au remboursement du crédit, mais c'est vraiment l'exception. Dans la plupart des cas, c'est juste le remboursement du crédit mois après mois. Enfin, c'est extrêmement puissant. Carrément, quoi. Je veux dire, moi, j'aime bien dire, par exemple, tu vois, j'ai un immeuble, puis là, j'ai un appartement sur. Donc, si tu veux, j'ai une rentabilité qui est catastrophique. Mais tous les mois, je rembourse 1000 euros en partie capital restendu, quoi, sans les intérêts. En réalité, sans le vouloir et sans m'en rendre compte, en fait, je m'enrichis de 1000 euros tous les mois. Voilà. Pourtant, je le sors, je le rembourse à la banque. Mais si je revends, je le récupère.
Voilà, tu réaliseras ta plus-value ce jour-là. C'est ça. Et je considère que mon investissement, j'ai mis 250 000 euros dedans, je considère que mon investissement, même si dans les faits, ça a pris un peu de valeur, bah, je considère quand même 0 de plus-value. Et en termes de cash flow, bah, en fait, il y a juste de quoi. En fait, il n'y a pas de cash flow parce que il y a 100 euros par mois de cash flow. Voilà. Il n'y a pas de cash flow, quoi. Après charge, il reste 100 euros de plus-value, mais en fait, une réparation, une connerie, c'est fini, quoi. Donc moi, je considère vraiment les choses comme ça. Donc du coup, toi, tu t'es vraiment spécialisé dans la colocation. Je pense que donc du coup, tu as un peu cette même vision, c'est-à-dire qu'on considère que le cash flow n'existe pas. En tout cas, lorsque tu t'es lancé en investissement, tu as considéré que le cash flow n'existait pas. La plus-value, je sais pas. Même si forcément, dans la mesure où, vu les dates que tu me donnes, 2018, 2020, les acquisitions, 2024, tu as forcément dû avoir des petites plus-values latentes à droite ou à gauche. Oui, bah alors du coup, moi, j'ai pas encore vendu, donc effectivement, pour l'instant, tu peux pas les constater. C'est virtuel, on va dire. Et quand même, bon, l'Île-de-France a quand même bien pris bien cher là depuis 2 ans. Mais voilà, enfin, en fait, je m'en fiche pas mal parce que pour le moment, j'ai pas prévu de revendre. Voilà, il y a peut-être un bien, un T2 pour le coup, donc c'est pas une coloc, mais que je vais revendre, mais juste encore une fois pour des raisons de mathématiques financières, on va dire, ça va être plus intéressant de placer mon cash ailleurs concrètement, et pas parce que j'en ai besoin pour vivre. Mais du coup, voilà, je faisais pas, en tout cas depuis le départ, pour te répondre, je faisais pas d'hypothèse de plus-value, parce que voilà, encore une fois, on n'a pas été pour trouver du cash flow, notamment en Île-de-France. On va pas sur les plus beaux immeubles des plus beaux centres-villes. Ah bah, mais on n'a pas été non plus dans les cités. On a trouvé un juste équilibre. Donc, mais voilà, on partait sur zéro hypothèse de plus-value. En revanche, on était ambitieux sur le cash flow, donc on a été chercher du cash flow. On a beaucoup de cash flow, et c'est juste que voilà, mon passage en LMP, ça fait quand même très mal au niveau des taxes, enfin des prélèvements sociaux, et du coup, j'avais pris cette hypothèse qui était quand même conservatrice d'avoir 0 cash flow. Et de fait, depuis que je suis LMP, etc., eh bien, je reste avec un cash flow quand même positif, parce qu'on a trouvé des biens qu'on a bien payés, qu'on a fait des bons travaux, etc. Et ça marche bien, quoi. On les a bien meublés, on fait un peu le all inclusive, quoi, qui est pas mal recherché ces temps-ci par les jeunes et les moins jeunes. Donc ils arrivent, ils posent leurs valises et ils ont tout le service. Et du coup, on peut mettre le loyer en face. D'ailleurs, on n'assassine pas non plus nos locataires. Enfin, en fait, c'est vraiment un peu un juste équilibre. On a des locataires, voilà, ils sont sur le métro, même pas le RER, ils sont sur le métro parisien, pour ceux qui connaissent un peu l'Île-de-France. Ils sont sur le métro et ils payent 500 € pour tout compris, quoi. Les énergies aussi, chauffage, chaud, etc. Donc, ça reste tout à fait correct. Et voilà, ça, c'est sur un bien sur lequel on a plus de 1 000 € de cash flow. Waouh. Sur un appart. Plus de 1 000 € de cash flow. Ça veut dire qu'il y a des mensualités. Vu les chiffres que tu donnes, 500 € de loyer, ça veut dire que x3 sur un T3, ça veut dire que ça fait 1500. Ça veut dire qu'il y a une mensualité en face de 400 €. Il faut en prendre. C'est pas x3. La réponse est, enfin, une partie de la réponse, c'est que c'est pas x3, c'est que c'est une grosse coloc. C'est une coloc de 5 chambres. Ok. Donc x5. 5 x 5, 25. 25 x 100, 2500. Et donc du coup on a une décharge d'exploitation tout confondu, parce qu'on pense comme ça en fait, on pense business model, on pense plus spécialement immobilier, donc du coup on a des dépenses d'exploitation qui représentent 1500, et donc effectivement on a un delta de 1000, quoi. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. Alors il y a des chambres qui sont un peu plus, il y a une chambre qui est à 500, mais il y a d'autres chambres qui sont un peu plus. Mais justement, le gars qui était à 500, en fait il est là depuis des années, et nous, bon, on fait pas de revalorisation des loyers, on préfère, voilà, quand on a des locataires depuis longtemps, voilà, on préfère limiter le turnover, et même si du coup en fait on gère pas mal on automatise au maximum la gestion. Moi je suis à distance du coup, parce que maintenant j'ai déménagé à 400 km, et je fais un maximum de choses à distance. Et mon frère qui est encore en Île-de-France, lui, il se déplace quand il y a besoin, mais je limite au maximum ses déplacements, dans le sens où, par exemple, même les visites, on les fait faire par les colocataires qui sont en place. Et ça pose aucun souci. Enfin, on pose la question, on leur dit, est-ce que... J'ai même envie de te dire que c'est logique, parce que c'est pas toi qui vas vivre avec la nouvelle personne qui arrive. Voilà, il y a cet avantage-là également, oui. Je dis ça parce que il s'avère que moi, je suis issu de la colocation, c'est-à-dire comme ça que on s'est rencontré avec ma compagne. Et c'était une maison, pareil, 5 chambres, en Haute-Saône, alors près de Vesoul. Pour ceux qui connaissent, c'était un petit village qui s'appelle Cusé, c'est vraiment juste à côté. Et on payait du coup 230 € par personne dans une maison en Haute-Saône. Sauf que si on fait x5,
vu qu'on était 5, eh ben, en fait, ça faisait 1200. Et la maison en elle-même, qui n'est pas normalement un produit rentable par définition, puisque c'est un produit de résidence principale, eh ben, elle valait 140. Donc en fait, la personne elle était sur une maison, elle était à 10%. Alors qu'on avait des loyers qui étaient moins chers par individu que un studio dans la même ville. Donc il y a beaucoup d'avantages en fait avec cette stratégie. Et pour rebondir sur ce que tu disais, dans la mesure où il y avait quelqu'un qui partait, eh ben, c'était plutôt nous qui allions chercher le locataire. Pourquoi ? Ben, parce que tout simplement, c'est nous qui allions vivre avec, quoi. Oui. Donc le propriétaire, en l'occurrence, il avait en plus délégué avec une agence, ben vraiment cool, quoi. Cool. Et là où j'ai été bête, c'est qu'en 2016, quand ils ont vendu la maison à 140 000, je ne l'ai pas acheté. Ça a été une de mes erreurs, ça. Parce qu'aujourd'hui, la même maison, dans le même secteur, elle en vaut 250. Oui. Quelle connerie. Oui, mais bon, on a tous fait des échecs mais ce qu'il faut, c'est essayer et continuer, essayer. C'est comme les visites, tu vois. À un moment, on se découvre. En immobilier, en fait, je dis, il y a toujours une phase, il y a toujours un moment quand tu cherches un bien et quand tu veux faire un investissement immobilier, entre de A à Z, quoi, entre la recherche du bien jusqu'à la remise des clés au locataire, tu as au moins un moment, et encore, je suis gentil quand je dis un seul, mais tu as au moins un moment où tu vas te décourager, tu vas te dire, c'est pénible, j'en ai marre, j'arrête. On peut plus et tout. Et là, justement, il faut vraiment, c'est ceux qui ont un peu la niaque, mais c'est pas le bon terme, c'est ceux qui ont la persévérance aussi, l'endurance, c'est eux qui vont percer et qui vont faire des grandes choses, entre guillemets, sans vouloir vendre de rêve, mais il faut passer ces moments-là qui sont difficiles et derrière, on a la récompense. C'est ça, c'est différé. L'immobilier, c'est atroce parce que, en fait, au moment où on travaille, on n'est pas payé et même on dépense. C'est atroce. Voilà. C'est exactement l'inverse, en fait, de ce que la moyenne des gens fait, quoi. C'est-à-dire qu'on travaille, on a le salaire directement. Là, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une vie d'entrepreneur, c'est-à-dire qu'on va mettre des choses en place. Mais et en plus, à toutes les étapes, il y a de quoi se décourager. Je veux dire, déjà, j'ai plein de personnes, et je pense que tu dois avoir le même problème. Déjà, ils savent même pas qu'est-ce qu'ils veulent faire, quoi. Sur quelle stratégie ils vont. Donc déjà là-dessus, avec tout ce que tu vois sur Internet, tu peux passer des heures à regarder sur Internet si c'est pas adapté à ta situation. Tu peux déjà te décourager. Ensuite, il faut aller visiter. Et déjà, rien que là, sur les visites, j'ai déjà perdu la moitié des gens qui veulent se lancer dans l'immobilier. Juste là. Ensuite, il faut aller faire les offres, il faut aller récupérer le crédit à la banque. Là, j'ai encore perdu 25% des personnes. C'est exactement ça. Et ensuite, il faut aller faire les travaux. Là, j'ai encore perdu du monde. Et ensuite, derrière, il faut aller choisir le locataire. Là, bah, c'est pas compliqué, il reste quasiment plus personne, quoi, à la fin. Ouais, c'est pour ça qu'il reste des choses à faire, en fait. Si vous êtes motivé et que, entre guillemets, il suffit de le faire, c'est un marché qui est inefficient, contrairement à la bourse, par exemple, où la bourse, c'est beaucoup plus difficile de travailler, de passer du temps et d'avoir une récompense en face du temps qu'on a passé. Ça, je suis d'accord. Parce que ça, pareil, sur la bourse, il y en a des. Alors, on parle des vendeurs de rêves sur l'immobilier, mais alors sur la bourse, pardon. Mais oui, il y a des vendeurs de trading, des choses comme ça, alors que bon. C'est ultra dur. Moi, je trouve que c'est encore plus dur. Donc voilà, moi je dis, votre argent, vous le mettez en bourse, mais votre temps et votre énergie, vous le mettez dans l'immobilier et il sera vraiment récompensé parce que du coup, vous aurez trouvé des bonnes affaires, vous aurez fait des bons travaux, vous aurez soigné la recherche des locataires, etc. Et ça. Mais c'est un travail. Ouais, c'est ça, c'est une somme d'expertise, de connaissances, d'expérience et de temps et d'énergie, quoi. Mais quand on voit ce que ça peut apporter, on peut raisonnablement se dire que ça vaut le coup, quoi. Ok. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur justement cette opération à 5 chambres? Parce que celle-là, je pense que ça doit être ta plus spectaculaire. Spectaculaire. En tout cas, effectivement, c'est celle qui est c'est la plus aboutie. C'est le plus gros projet. Ouais. C'est le plus gros projet, un projet sur lequel on a eu pas mal de travaux aussi. Ouais. Donc donc on est en Île-de-France. Hein. On est du coup pour le coup sur le métro. C'est notre seul bien qui est sur. On a 2 biens, 2-3 biens qui sont sur des métros, mais sinon c'est plutôt des RER. Pour ceux qui connaissent, encore une fois. Mais ça veut dire qu'on est quand même pas très très loin de Paris. Et finalement, en termes d'acquisition, c'était pas très 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 loin des autres. En gros, tous les biens que j'ai, ils sont à peu près autour de 200 000 euros. Et celui-là, donc un peu plus. On l'a acheté 228 ou 227, je sais plus. Prix de revient final.
Pardon ? En prix de revient final ? En prix d'acquisition, donc il faut rajouter les frais de notaire. Okay. Ouais. Donc 227 ou 228. Et on a dû faire 35 000 euros de travaux, à peu près. On a fait faire, hein, évidemment. Après, nous, on met la main à la pâte juste pour des petits trucs, pour l'ameublement. Moi, je bricole pas mal, donc pour quelques peintures, on peut le faire aussi. Bon, là, on l'a fait faire parce que c'était grand. Mais en fait, bon, tout l'intérêt est effectivement dans la recherche d'avoir trouvé ce bien. Et donc toujours, je rappelle la recherche qu'on disait aux agents, c'était 3 chambres ou plus. Donc voilà, allez-y. Si c'est plus grand, si c'est 5 chambres, on y va. 4, 5, 6 chambres, on peut y aller, quoi. Et donc nous, on a tendance à se dire que au-delà de 3 chambres, il nous faut au moins 2 salles de bain. En fait, enfin, une salle de bain pour 3 chambres grand maximum, et puis on garde le salon parce qu'il y a certains qui font. Ah oui, c'est barbare. Voilà. Donc on veut quand même, voilà. Mais là, on a trouvé un espace où il n'y avait pas du tout 3 chambres au départ, mais qu'on a su vraiment très bien réagencer complètement. La cuisine est devenue une chambre. Il y avait des énormes placards qui sont devenus qui sont devenus de la cuisine. Et relié ouvert sur le salon, et donc on a pu faire 5 chambres. Il y avait déjà 2 salles de bain, mais on les a refaites. Il y avait un toilette, on a rajouté un deuxième toilette, comme ça il y a quand même un certain confort. Ouais. Donc voilà, on a fait faire ces travaux. Après, il y a eu toute l'histoire de la pandémie parce qu'on est tombé dedans, et ouais. Forcément. Donc les travaux se sont arrêtés du jour au lendemain. On était vraiment en plein milieu des travaux, avec un artisan qui était vraiment très bien. Donc, on a pu quand même continuer à communiquer avec lui, etc. Et puis, du coup, ça a pris un peu de délai, mais ça a fini par se faire. Et je crois qu'il y avait même les livraisons et tout avait dû être décalé. Il y avait un micmac incroyable. Ça, pour le coup, c'est nous qui gérions les livraisons de meubles, du mobilier. Et donc, le mobilier, quand tu as une coloc 5 chambres, ça commence à être des belles livraisons. Il y en a un petit peu, quoi. Voilà, mais donc finalement ça a pu se faire, et donc on est super content, ça tourne bien, les locataires ont l'air contents parce que, comme je te dis, il y en a qui sont là depuis plusieurs années, alors que dans une coloc, en général le turnover ça peut être un peu plus important. Mais nous, finalement, historiquement, je sais pas si c'est du fait des prix qu'on pratique, du fait du service aussi qu'on apporte, parce que concrètement, dès qu'ils ont un problème, évidemment, on a une boucle WhatsApp une conversation WhatsApp par colocation, on est réactif, on est 2, en plus il y a mon frère et moi, donc avec des compétences qui se complètent, justement. Moi, je suis pas mal, je peux bricoler, etc. Lui, il a d'autres compétences aussi, et du coup, on peut être réactif. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses qui font que on a un turnover qui est pas. Il y a aussi la conjoncture, hein, évidemment, faut pas la nier. Le fait que c'est plus compliqué de trouver, etc. pour des locataires. On a un turnover qui est assez faible, et du coup, le temps de gestion, il est très limité, quoi. Ouais, je pense que je passe une cinquantaine d'heures par semaine, une cinquantaine d'heures par an, grand maximum, quoi. Grand maximum. D'accord. Donc ça tourne, vraiment ça tourne bien, quoi, 50 heures par an. Là, on peut vraiment parler quand même d'une grosse passivité. Et donc du coup, en termes d'encadrement fiscal sur cette opération, dans la mesure où vous êtes 2, est-ce qu'on a une structure juridique particulière ou est-ce qu'on est LMP sur cette opération ? Ouais, on a fait les choses simples. Donc tous nos biens sont juste en nom propre. En nom propre, en indivision, voilà, 50-50. Et relié au compte bancaire comme il faut. Et puis après, avec un comptable qui nous fait la compta. Donc on a fait simple, on a fait économique aussi, parce que une SCI, il y a des frais. Oui. Et on était bien conscient des tenants et des aboutissants, je dirais, des avantages et inconvénients de cette solution. Mais a priori, voilà, on s'entend très bien. Et so far, so good. Encore une fois, ça se passe très bien depuis 6 ans maintenant, parce que donc le premier, c'était en 2018. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, si tu voulais relancer une opération avec ton frère, est-ce que tu en aurais la possibilité ? Alors aujourd'hui, je pense que oui, de nouveau. Alors parce que moi je fais un peu de coaching. Lui, il fait pareil. Il avait quitté son CDI pareil en 2020, mais finalement il a enchaîné sur une activité de freelance comme moi et qui marche bien. Donc de fait, on pourrait, mais leur vie n'est plus du tout là. Souvent, l'idée là, c'est plutôt de progressivement vendre. Alors vraiment, on n'est pas pressé. Pour l'instant, ça tourne et tout, et voilà, le temps de travail associé est pas énorme, donc
a pas de raison particulière. Mais encore une fois, quand le crédit restendu va diminuer, etc. Nous, l'idée, c'est plutôt à l'avenir progressivement Après, si on tombe sur une affaire énorme et tout, peut-être qu'on sera tenté d'y aller, mais faut la chercher. Voilà, faut la chercher a priori. On avait encore des contacts avec des agents et tout. Et puis moi, je suis toujours curieux, donc ou même pour des clients que j'accompagne, je peux être amené à faire des recherches. Parfois, ça peut être en Île-de-France. Donc ça, c'est cool, ça. Donc voilà. Ça m'est arrivé d'envoyer des petits messages à mon frère en disant j'ai trouvé un truc qui a l'air quand même pas mal, et puis mon client il n'en veut pas pour X raisons. Est-ce qu'on pourrait pas y aller? Ouais. Mais en fait, on est devenu trop fainéants maintenant. On a vraiment beaucoup donné pendant 2, 3, 4 ans, et maintenant 2, 3 ans même. C'était vraiment rapide, court et intense. Maintenant, voilà, on est devenu fainéants. Ouais, il y a un petit peu ça, mais c'est vrai. Surtout quand ça tourne, entre guillemets, on n'a plus trop envie de bouger, et puis il faut se mettre un coup de pied aux fesses parfois pour le faire, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, parce que on est conscient aussi du coup de ce que ça implique. Et en fait, c'est un luxe, vraiment, mais on a le luxe de ne pas avoir besoin de repartir sur ces opérations-là. Après, voilà, je suis encore jeune, justement, je m'interdis rien. Tout est possible. Après, ça peut être aussi en local, parce que maintenant j'ai déménagé. Ouais. Peut-être que près de chez moi, en Limousin, il y a des choses à faire. Mais c'est sûr. Donc, c'est sûr. Oui, il y a des choses à faire partout, ça c'est sûr. Mais peut-être que moi, je tomberais sur quelque chose sans vraiment la chercher, mais juste parce que les gens autour de moi savent que je m'intéresse à l'immobilier. Enfin, voilà, tout est possible, donc je ne m'interdis rien, mais a priori, c'est pas à l'ordre du jour, quoi. Ok. Parce que t'es dans le Limousin, donc vraiment mise au vert, quoi, du coup. Quand même. Oui, c'était un projet de famille totalement assumé. On a vécu, donc moi, 34 ans en Île-de-France. Ouais. Et t'es parisien, toi. Ouais, tout à fait. Ouais, voilà, born and raised. Donc j'adore, et j'ai pas du tout fui quelque chose. J'ai plus été attiré par autre chose, par effectivement la nature, etc. Parce que effectivement dans ma présentation, je suis resté vraiment un peu sur le côté patrimonial, mais à côté de ça, donc du coup je suis papa, ça vous l'avez compris. Donc voilà, j'aime passer du temps avec mes enfants. Bien sûr. Je suis sportif, j'aime la nature, j'ai mon jardin, etc. Donc c'est ce qu'on recherchait, et pareil, on n'est pas déçus, on est content de cette nouvelle vie. J'imagine. Moi, j'ai toujours connu ça, du coup. Ouais. Moi, je suis en campagne, et puis alors là, vraiment, je suis en campagne profonde, donc il fait bien froid. J'avais publié une photo, chez nous, quand il tombe de la neige, il en tombe pour de vrai, quoi. Il n'y a rien qui pousse à part des sapins, donc du coup, j'ai pas forcément de jardin. Mais c'est vrai que je me demande toujours, parce que j'y suis allé quelques fois à Paris, je me demande toujours, mais comment est-ce que les gens font pour vivre là-bas, quoi. C'est vraiment un truc quand tu as été habitué à la campagne, tu dis, mais pourquoi s'entasser dans autant de béton, quoi. Après, il y a pas mal de gens qui malheureusement n'ont pas forcément le choix, parce que c'est l'emploi, quoi, qui vont chercher avant tout. Bien sûr, mais je comprends. Je juge pas. Mais il y a des gens qui sont amoureux. Nous, ma femme et moi, par exemple, on aime beaucoup l'histoire et l'aspect, l'importance de cette ville dans l'histoire de Paris, etc. Et du coup, les belles pierres, etc. Il y a quand même, nous, on reste amoureux un petit peu de cette ville, mais effectivement, pour vivre au quotidien. On l'a fait, il n'y avait pas de souci. Moi, je l'ai fait pendant pas mal de temps, mais ailleurs, c'est très bien aussi. C'est complètement différent. C'est complètement différent. Comme j'ai vécu plus de 30 ans en Île-de-France, je peux pas te dire que je comprends pas comment on peut faire pour vivre, parce que du coup, je le fais. Pour des gens qui sont plus extérieurs à ça, quoi. Mais effectivement, je conçois que, ce sont des vies qui sont tellement différentes que je conçois tout à fait qu'on puisse se poser des questions et se demander comment c'est possible, etc. Ouais, je comprends. Et donc, du coup, pas spécialement de projet d'immobilier, donc de nouvelles opérations à venir. Voilà, et en fait, c'est pour ça que du coup, j'ai vraiment grand plaisir. Je reste totalement connecté au truc parce que, via mes investissements propres, dans la gestion de mon patrimoine, mais surtout via l'accompagnement que je fais, ça me permet vraiment de rester connecté. De toute façon, moi, je reste passionné en fait par le monde de l'investissement, qu'il soit en immobilier, en bourse ou ailleurs. Donc, je me forme sans arrêt, etc. J'écoute des podcasts, je regarde des vidéos dont les tiennes, etc. C'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Et oui. Et le fait d'accompagner, vraiment d'être sur, quelque part, je suis sur le terrain grâce à mes clients, et je les en remercie quelque part pour ça, quoi, parce que du coup, j'ai toujours l'excitation, forcément, parce que c'est vraiment quand tu fais de la chasse, que tu cherches un bien, que tu essaies de voir s'il n'y a pas de problème, etc.
Voilà, il y a un côté le nouveau projet, quand tu t'accompagnes un client, vraiment, le nouveau projet est toujours excitant. Pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Même nous qui accompagnons. Dans les travaux, te dire. Voilà, non, là, tu peux y aller, là, c'est bof, attention à ci, à ça, à ça. Mais c'est vrai que. Puis la découverte d'un secteur, du coup, au travers de ton client. Exactement. Et ça, du coup, j'ai appris à connaître Lille, Orléans, Angers, plein d'endroits dans lesquels j'ai fait des chasses. Non. Alors, Annecy, c'est pas la France, j'ai eu Strasbourg et Annecy, donc un peu entre les deux, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai que c'est assez cool. En tout cas, j'avais vu, et puis franchement, Guillaume d'ailleurs pratique des prix qui sont largement en deçà des marchés en termes d'accompagnement. Donc, si ça te convient, on mettra ta page pour que les gens puissent te contacter juste en description pour que les gens puissent te contacter s'ils sont intéressés par ton accompagnement. Mais c'est vrai qu'en termes de prix, en fait, c'est que du coup, j'en ai pas besoin pour vivre. Alors, c'est un plus que je vais pas cracher dans la soupe. Je suis content de. Et comme on dit, c'est vrai qu'en général, il faut quand même mettre un prix aux choses pour que les gens le fassent sérieusement et qu'il y ait des gens sérieux aussi qui viennent nous contacter. Moi, voilà, je sais que j'apporte beaucoup de valeur. Mais voilà, j'aime pas assassiner les gens, mais je vais pas non plus le faire gratuitement. Non, mais par rapport à ce que j'avais vu moi. Non, mais c'est pour expliquer effectivement le niveau de pricing. Plutôt agressif, quoi. Plutôt agressif. Okay. Agressif, voilà, mais c'est pas parce que je cherche. Enfin. Non, mais il n'y a pas de problème. On vend, je veux dire. Tout le monde a quelque chose à vendre. Faut arrêter avec ça. Donc moi, j'ai pas de souci avec ça. Oui, mais comme moi, j'ai vraiment privilégié la liberté à l'argent dans mon parcours. Bien typiquement, quand je suis parti. De mon CDI, c'était pas affreux au travail, loin de là. Donc, je savais très bien, comme on fait des calculs patrimoniaux, on sait bien que l'aspect temporel, il est hyper important dans tout ce qui est développement de patrimoine. Bien sûr. Et donc, je savais bien que si je restais 6 mois, 1 an, 2 ans de plus, et que je continuais du coup à épargner, etc., ça aurait fait la boule de neige, elle aurait vraiment grossi beaucoup plus. Je savais ce que je ratais en partant dès que c'était possible et pas en attendant 6 mois ou 1 an de plus. Je le savais très bien parce que voilà, j'ai clairement privilégié la liberté à l'argent. Et je continue à le faire. Et du coup, la conclusion, et pour revenir à ce qu'on disait, c'est que je me limite en nombre de personnes que j'accompagne en simultané. Je veux continuer à pouvoir faire toutes sortes d'activités que je fais. 200 personnes en un mois, non, voilà. Possible, quoi. Donc voilà, je veux continuer à faire mon foot, jouer avec mes enfants, aller dans mon jardin, etc. Voir ma famille et mes amis, c'est très important pour moi. Et du coup, voilà, c'est l'équilibre que j'ai trouvé, quoi. Moi, je sais que j'accompagne. Tu me dis si tu fais à peu près la même chose. Moi, parce que j'ai quand même mon activité d'agent à part à côté, et puis j'ai encore beaucoup de locations courte durée qui me prennent quand même un peu de temps. Mais moi, je sais que plus de 10 personnes en accompagnement par mois, en fait, je suis trop juste. Ouais. Il y a ça en août. C'est ça, août. J'en ai pris plus. J'en ai pris une quinzaine, et j'ai eu du mal à m'occuper de tout le monde correctement, quoi. Donc j'ai perdu un peu en qualité, je trouve. Et donc du coup, là maintenant, je me limite à 10 personnes par mois d'entrants, quoi, si tu veux. Oui, écoute, du coup, on a un peu le même vécu. Enfin, moi aussi, j'ai eu une période où j'ai accepté plus de monde, et puis comme ça m'a permis de voir un peu où était la limite et de voir où était justement l'équilibre, le bon équilibre pour moi. Donc, et d'autant plus qu'on a des personnes qui sont plus débutantes que d'autres, quoi. Vous avez des personnes que tu accompagnes, c'est vraiment juste pour aiguiller, juste quelques coups de fil, ça va suffire, mais ils veulent quand même être aidés pour poser leurs questions quand ils en ont envie, puis d'avoir quelqu'un de réactif. Tu as d'autres personnes qui partent, mais vraiment de 0, et là, ça prend plus de temps, quoi. Oui, et en fait, c'est aussi l'intérêt du métier. Moi, en plus, il n'y a pas que l'IMO, donc il y a toute la partie gestion de patrimoine global, quoi. Donc avec formation à la bourse, par exemple, mais même stratégie patrimoniale, vraiment, où j'ai des personnes qui veulent optimiser leur fiscalité, des personnes qui veulent transmettre leur argent dans de bonnes conditions à leurs enfants. J'ai vraiment j'ai tous les âges, tous les projets, toutes les situations et tous les objectifs de vie. Et du coup, c'est passionnant parce que, voilà, comme tu dis, chaque client est différent et avec des problématiques différentes. Et il faut s'adapter. Il faut aussi faire des recherches. Mais il faut aller chercher l'info. Parfois, on n'a pas la science infuse. Ce qu'il y a, c'est que nous, on sait où la chercher. C'est juste ça. Voilà, on sait où la chercher, on sait potentiellement à qui demander ou effectivement dans quel texte de loi aller la chercher. On est plus efficace là-dedans. Où on peut avoir une idée et puis on se dit, attends, je pense vraiment que c'est ça, mais je vais vérifier parce que je suis pas sûr à 100%.
d'où l'intérêt de se faire accompagner. Mais et puis la réglementation évolue, donc ça se renouvelle. Enfin, faut faire gaffe. C'est jamais 2 fois la même chose, et c'est ça qui est passionnant. C'est vrai, je suis complètement d'accord. Moi, j'accompagne pas mal de gens là en ce moment sur la vente de leurs biens. C'est vrai qu'on a parfois des situations qui sont un peu compliquées, et puis chaque vente est quand même très différente l'une de l'autre. Donc c'est vrai que c'est quand même dur de faire une règle générale, surtout sur le marché de l'immobilier. Marché de l'immobilier, moi j'aimerais qu'on en parle quand même 5 minutes, parce que effectivement, on a beaucoup de croyances sur ce qui va advenir en termes de marché immobilier. Est-ce que ça va dégringoler? Est-ce qu'on va rester flats? Est-ce qu'on va repartir à la hausse? Pourquoi est-ce que j'ai envie de t'entendre sur ce sujet? Parce que on entend de tout et de n'importe quoi. J'ai fait une vidéo très précédemment, ma dernière vidéo avant, ma vidéo de vendredi, il me semble, ou de jeudi, je sais plus, enfin bon bref, où moi je tape sur le fait qu'on est arrivé sur un palier bas, tout simplement. Je vois pas forcément des rebonds très rapides, je vois pas une explosion. Je suis tombé sur beaucoup de publicités, c'est ce que j'explique dans ma vidéo, je suis tombé sur beaucoup de publicités qui disent que les prix vont repartir en flambée, et on a aussi beaucoup de personnes qui sont plus négatives sur l'immobilier, qui voient une baisse sur le moyen et long terme à moins 50, moins 60%. Je dis pas que ça peut pas arriver, je dis que ça me paraît quand même un peu fou. J'aime pas faire des prédictions au-delà d'un an, parce qu'on n'a que le sentiment sur ce qui va se passer, parce qu'après tout, je veux dire, si demain il y a quelque chose d'atroce qui arrive dans notre pays, en gros, j'arrive pas à me dire que ça peut décrocher. En tout cas, j'aurais bien voulu avoir ton opinion par rapport aux gens que tu accompagnes, par rapport aux différents marchés que tu peux suivre. Et bien, quelle est ton opinion à peu près sur le niveau d'immobilier, sur les différentes caractéristiques qui font que ça peut monter ou descendre, vu que tu as une vision un peu peut-être plus financière que moi qui suis très terrain. Peut-être que toi, tu peux avoir une vision qui est un peu différente et qui, je pense, peut intéresser nos auditeurs. Donc effectivement, ouais, c'est un exercice qui est difficile. Comme on dit, il y a la prédiction, c'est difficile, surtout quand ça concerne. Mais je vais sortir ma boule de cristal. Allez, on joue. Non, effectivement. Enfin, alors pour le coup, le moins 50, ça, j'ai pas vu les mêmes trucs que toi, mais heureusement, ça me paraît effectivement assez délirant. Après, ça dépend si c'est mais même sur le long terme, je vois pas. En plus, c'est astronomique, moins 50. C'est astronomique. Après, sans doute que ces personnes-là parlaient quand même net d'inflation, parce que sinon, je peux juste pas l'imaginer. Et même net d'inflation, ça me paraît un peu délirant, parce que effectivement il y a, vraiment encore une fois sur le très long terme du coup, parce que donc essayons de se placer dans différentes perspectives. 2025, 2030, 2035. Voilà, mais juste, je vais commencer justement par le très long terme, parce que comme tu le dis, c'est là que ça a le moins de sens. Enfin, vraiment, on peut pas. 2040. Il peut se passer tellement de choses que. Mais il y a les forces un peu. Enfin, il faut prendre en compte les forces justement qui sont importantes et qu'on peut plus ou moins projeter sur assez longtemps. Et il y a notamment la démographie. Et donc effectivement, la démographie, peut-être qu'elle est pas hyper, elle est pas en explosion. Oui, mais en attendant, la France, on continue il y a quand même pas mal de pays dans le monde où ça commence à diminuer. Nous, c'est pas encore le cas. Et en face, il faut mettre quand même, il est bien se raréfient. Oui, voilà, j'allais dire se détruisent progressivement, mais voilà, il y a des biens il y a la qualité qui peut décroître. Donc en face, il faut produire, et on sait que la construction, elle est pas non plus, elle est pas au top, au niveau qu'il faudrait, parce qu'il y a non seulement la démographie, puis ensuite on peut rentrer dans le détail, il y a comment les gens se répartissent, et on sait que les gens ont tendance à s'individualiser, les couples se rompent, etc. Donc globalement, a priori, il y a une pression plutôt positive de ce point de vue-là. Et puis pour revenir du coup à des horizons temporels qui sont effectivement beaucoup plus réalistes. Donc comme tu l'as dit, en fait, ça va être l'année, et pas forcément beaucoup plus loin, parce que beaucoup de choses peuvent arriver. Mais les taux, il faut prendre effectivement cette notion de macroéconomique qui est quand même hyper importante, des taux directeurs des banques centrales, qui influent donc directement les taux qui sont proposés aux particuliers qui veulent acheter de l'immobilier, ou aux sociétés d'ailleurs aussi. Et donc voilà, les taux, a priori, donc ils ont commencé à décroître tout doucement depuis le début de l'année 2024. Absolument. Selon toute probabilité, puisque l'inflation a été vraiment bien combattue par les banques centrales,
les taux et que la croissance économique est loin d'être flamboyante, les taux des banques centrales devraient continuer à décroître gentiment. Voilà, déjà d'ici la fin de l'année, il va continuer à y avoir peut-être des baisses. Et puis dans le groupe d'entraide WhatsApp, là, j'ai vu des discussions. On en a qui sont à 3,04 là, j'ai vu. Oui, voilà. Et sur les prêts IMO, du coup, ça se ressent. Après, ça va peut-être pas aller beaucoup plus bas dans les tout prochains mois parce que l'OAT, elle reste l'État. En fait, la signature de la France a été un peu, et pas en super santé, notamment depuis les troubles politiques qu'on a depuis le mois de juin. Donc l'instabilité politique. Et donc voilà. Donc les taux sont plutôt orientés positivement pour le marché de l'IMO, pour les prix, on va dire. La démographie est en face, le nombre de biens qui sont créés chaque année, les promoteurs ils sont pris des claques incroyables ces 2 dernières années, donc la construction elle va pas fort non plus. Donc tout ça est plutôt, soutient plutôt le marché IMO. Ouais. Marché IMO qui a baissé, qui a corrigé, qui a pas mal corrigé selon les endroits. Encore une fois, il y a une grosse variabilité, mais sur Paris par exemple, en Ile-de-France, ça a quand même corrigé fortement. Donc a priori, effectivement, moi je suis assez d'accord avec cette idée de palier bas. Donc évidemment, il n'est pas impossible que dans certaines zones, régions de France, la baisse puisse continuer encore 3 mois, 6 mois, même 1 an, mais pas de manière drastique. Je vois pas du tout du moins 10 dans l'année. Je le vois. Ça m'étonnerait quoi. Et en revanche, je pense que dans certaines zones, ça pourrait repartir des zones qui seraient pour certaines raisons spécifiques, régionales, qui seraient particulièrement tendues, que les prix puissent se remettre à croître, c'est ce qui est déjà le cas dans certaines zones. Oui, c'est vrai. Et potentiellement. Et sur certains produits. Voilà. Et potentiellement fortement par rapport au contexte global, mais qu'on voit dans certaines zones du plus 5, plus 10% en 1 an, c'est possible. C'est jouable. C'est jouable. Donc voilà. Moi, sur une médiane nationale, je vois un statu quo, en fait. Ouais, un flat ou légèrement croissant, moi, je pense, parce que les taux vont être plutôt à la baisse. Après, pour vraiment que ça reparte au plafond, il faudrait qu'on retourne sur des taux à 1%, quoi. Voilà, donc ça n'arrivera pas, a priori. Ça n'existe pas. Ça n'arrivera pas, mais il n'y a même pas. Si déjà ils réatterrissent, s'ils baissent encore de 0,5 ou de 1%, c'est déjà. 5, ouais. Il y a déjà quand même pas mal de pouvoir d'achat immobilier qu'on retrouve de ce fait-là. Et puis il y a les salaires, faut pas oublier dans l'équation. Donc il y a les salaires aussi qui ont augmenté globalement. On voit le SMIC il augmente, tous les niveaux de salaire augmentent. Et forcément, du coup, le pouvoir d'achat immobilier, à une époque, on disait, oh là là, parce que les taux ont monté très vite, tellement vite qu'il y avait que les taux qui avaient monté, les prix n'avaient pas bougé, et les salaires n'avaient pas eu le temps de bouger. À ce moment-là, forcément, il y avait des calculs qui montraient que les Français avaient perdu 25 ou 30% de pouvoir d'achat immobilier. C'était monstrueux. Ouais, c'était fin 2022, début 2023. C'était monstrueux, quoi. Voilà. Et là, on n'en est plus du tout là. Non. Les salaires sont rattrapés, les prix, ils ont plutôt corrigé, et les taux, ils sont plus aussi hauts. Donc, plutôt raisonnablement optimiste. Eh bien oui, moi aussi. Donc en gros, pour conclure, moi, il y a encore de très belles choses à faire, que ce soit sur les résidences principales ou sur l'investissement immobilier, parce que beaucoup de gens m'expliquent que c'est mort. Moi, je trouve que c'est exactement le contraire. C'est bizarre ce que je dis, mais je pense que c'est exactement le contraire, et que aujourd'hui les négociations, notamment en début d'année, elles étaient beaucoup plus faciles que par le passé. Les biens se multipliant et restant un petit peu stackés, c'était beaucoup plus facile. La grosse difficulté qu'on avait sur le marché, c'était plus la banque. C'était exactement l'inverse que par le passé. C'est la banque et les travaux aussi. Franchement, au niveau artisan et prix des travaux, c'était un peu plus compliqué. Alors que avant, c'était exactement l'inverse. On avait du mal à trouver des biens. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile, je trouve. On trouve encore je trouve qu'on trouve beaucoup plus facilement. Moi, j'ai fait une recherche. Je me suis mis à la place d'un de mes clients là il y a pas longtemps en accompagnement. Et la vache, il cherchait en gros un immeuble de rapport et puis essayer de dégager entre 500 et 1000 euros. Mais il m'a fallu, 3 heures de recherche pour retomber sur des choses en affiché qui correspondaient sur son secteur à ce qu'il disait, quoi. En bataillant un tout petit peu, quoi. Oui. Ouais, mais le marché s'est complètement retourné depuis à peu près la rentrée 2022 avec la hausse des taux. Ouais. On était sur un marché de vendeurs, on est passé sur un marché d'acquéreurs. D'acheteurs. Voilà, et clairement il y a
y a vraiment des choses à faire toujours maintenant, et d'ailleurs même peut-être encore plus maintenant, parce que en fait 2023, les vendeurs ils corrigeaient pas, enfin les vendeurs baissaient pas leur prix et les taux continuaient à augmenter, donc c'était pas favorable. Et là depuis depuis début 2024, les taux baissent et les vendeurs ils ont commencé à comprendre qu'il fallait baisser leur prix aussi. Donc là on trouve une situation où on a des prix qui sont plus intéressants, qui sont toujours en plus fortement négociables dans certains cas. Et avec la notion de DPE aussi, qui peut jouer dans la négo, évidemment, tout comme plein d'autres facteurs, mais celle-ci en particulier, elle est croissante, on va dire, cette inquiétude-là, ou ce concern-là, cette question-là, elle est de plus en plus croissante ces dernières années. Donc on est dans un schéma où une configuration où oui, il y a clairement des choses à faire. Moi, c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne, et c'est ce que je vois dans les faits, dans les opérations qu'on fait. Surtout sur les opérations, ce qui est le plus dur à trouver, en fait, c'était ce qui avait de facile. Enfin, sur certains secteurs, moi je parle vraiment des secteurs entre 1000 et 2000. En fait, ce qui avait de dingue à l'époque, on va dire 2019 à mi-2022, ce qui avait de dingue, c'est que par chez nous, il y avait tout qui était autofinançable. C'est-à-dire que tu achetais un bien à 100 000, la mensualité qu'il y avait derrière, donc voilà, un T3 on va dire, la mensualité qu'il y avait derrière, elle était à 450. Le loyer qu'il y avait en face, il était à 550. C'était fini. C'était fini. Par chez nous, c'était facile. Et là, ça ne l'est plus. C'est-à-dire que le bien, peut-être qu'il vaut aujourd'hui 80 000, faut aller le batailler, quoi. Puis on a effectivement des vendeurs. En gros, tout n'est plus aussi facilement autofinançable que par le passé. Oui, certainement. Enfin, c'est sûr, on peut pas le nier que les taux à 1%, c'était golden. Il fallait y aller, quoi. Là, il fallait y aller. Pour autant, ce que j'ai fait, ce que tu as fait, ce qu'on a fait est reproductible. Les circonstances ont évolué, mais le principe de base, la mécanique générale, l'effet de levier du crédit, le loyer qui rembourse, tout ça reste valable. Il faut vraiment pas perdre, se dire que c'est fichu et que pas du tout, quoi, pas du tout. Et on n'est pas du tout à l'abri de bonnes nouvelles, c'est-à-dire d'une croissance des prix de l'immobilier, parce qu'il y a peut-être que sur le cash flow ça va être un peu moins important, mais peut-être que sur sur la plus-value il y a des choses à faire. Voilà, enfin moi je suis positif de manière globale. Moi aussi je suis quand même très optimiste, moi. C'est ça. Et puis pour moi, quelqu'un qui a de la capacité d'emprunt, il doit l'utiliser. C'est un levier qui est à sa disposition. C'est comme je dis aux personnes que j'accompagne, il y a votre fusée, elle a plusieurs moteurs. Et l'un des moteurs, et d'ailleurs dans la plupart des cas, c'est le plus gros moteur que vous avez, c'est le fait que vous pouvez aller voir une banque et emprunter 50, 100, 200 000 euros pour acheter de l'immobilier. Et si vous en faites un investissement, etc. Enfin, c'est le plus gros levier d'enrichissement que vous avez. Donc, voilà, utilisez-le. Avec 10 000 euros d'épargne, effectivement, tu peux aller lever 100 000, quoi. Ouais. Enfin, c'est pas très compliqué à comprendre. C'est vrai que dit comme ça, c'est simple, mais c'est vrai que vous avez 10 000 euros, vous pouvez jouer avec 100 000. C'est ça. Donc après, et si on pouvait le faire en bourse, ce serait peut-être mieux de le faire en bourse. Tu peux en bourse. Tu peux prendre des leviers monstrueux à x10. Alors, les leviers, ce que tu as en tête probablement, c'est les si tu peux avec des options, des choses comme ça. Oui. Indirectement. Mais là, pour le coup, le risque est vraiment multiplié aussi. C'est monstrueux parce que voilà, tu prends une position avec un levier à 10, si tu perds 1, en réalité tu perds 10. Voilà, c'est ça. Et donc, t'es rappelé. Ça peut faire mal, quoi, sur des puts ou des shorts. Voilà, c'est ça. Ça peut faire mal, quoi. C'est ça. Donc, alors que l'immobilier, tu as l'avantage de pouvoir le faire à crédit, donc d'avoir cet effet de levier, et en face d'avoir un truc qui ça reste de la pierre. Si tu sais 2-3 trucs et que tu fais pas des énormes bêtises, a priori c'est solide, quoi. Ouais. Donc le risque, le rapport rendement-risque est bien meilleur. Je trouve aussi, effectivement. Je trouve aussi. Est-ce qu'il y avait autre chose, Guillaume, dont tu voulais nous parler? Je tiens à le rappeler quand même, donc Guillaume est multi-investisseur spécialisé en colocation. On avait
on s'était dit que potentiellement tu pourrais nous faire un cours justement sur la colocation, Je le ferai. Sur tout ce qu'il y a là-dessus. Donc notamment, ce sera disponible donc sur l'Iris Club pour ceux que ça intéresse. Effectivement, donc la colocation à haut rendement du coup que tu fais. Oui. Plutôt un cours donc dans cette idée-là. Donc multi-investisseur, il vous expliquera tout ça sur l'Iris Club, et par ailleurs également accompagnant pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin sur ce type de projet ou sur vos projets patrimoniaux de manière globale. Une fois encore, les liens sont dans la description si vous voulez le contacter. Je vous recommande fortement son accompagnement parce que déjà les prix sont complètement pétés et c'est quelqu'un de parfaitement passionné sur l'immobilier et sur la finance de manière générale, quoi. Donc, voilà. Ouais, tout à fait. Bah, écoute, ouais, j'ai pas grand chose à rajouter. N'hésitez pas à poser des questions, effectivement, si besoin, à me contacter. Je suis a priori facile à contacter, à retrouver, et réactif, ce qui est apprécié des personnes que j'accompagne. Donc voilà. Donc merci beaucoup pour cet échange et au plaisir de se revoir. Eh bien, à très vite. Merci Guillaume. Ciao, ciao, ciao. Ciao.